donc ces méthodes de champ de phase. C'est un séminaire un peu générique sur ces méthodes. Je commence, je vais en gros, vous faire une introduction pour vous dire un petit peu ce que c'est, vous montrer un cas d'école avec un exemple 2, avant de vous exposer le principe général de ces méthodes et ce qu'on peut faire avec, ce qu'on a besoin à l'intérieur, présenter quelques études de cas. Alors, je tiens à le dire tout de suite, il va y avoir, je présente un modèle, il va y avoir quelques équations. J'essaierai d'être assez clair sur les équations. Et comme bien sûr, je ne peux pas rentrer trop dans les détails des études, il y aura un aspect un peu qualitatif, j'espère, mais sous-entendu, on peut aller beaucoup plus loin avec ces méthodes si on veut faire des études de cas plus précises, mais je ne vais pas rentrer dans les détails des approches. Donc, en guise d'introduction, les méthodes de champ de phase, c'est d'abord, ça fait partie de l'arsenal de méthodes numériques qui vont permettre de modéliser, faire des modèles, étudier en sciences des matériaux. Donc, on va de la structure électronique jusqu'aux éléments finis avec des échelles de temps et d'espace qui ne sont pas du tout les mêmes. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Les méthodes de champ de phase, ça va être des méthodes qui vont se positionner à une échelle intermédiaire, on va dire mésoscopique, entre des approches plutôt discrètes et des approches plutôt continues. Sachant que la méthode de champ de phase peut aussi, de par sa versatilité, étudier des problèmes à des échelles toutes petites, parce que c'est un phénomène, c'est une méthode de modélisation continue, donc qui permet d'aller à des échelles plus petites. Donc c'est une méthode pour des échelles mésoscopiques, une méthode de simulation continue, et l'idée c'est de s'intéresser à des systèmes hétérogènes avec des interfaces. Alors l'hypothèse qu'il y a derrière le champ de phase, c'est que la matière, on peut la décrire comme un milieu continu, et son état local peut être décrit par des champs qui vont être continus, c'est-à-dire des quantités qui varient dans l'espace et dans le temps. Alors, par exemple, si vous prenez un milieu hétérogène, donc là, un exemple, il va être décrit comme étant constitué de plusieurs phases. Et dans chaque phase, vous allez pouvoir associer un champ qui va être représentatif de la phase et qui va jouer le rôle de paramètre d'ordre. Par exemple, ici, le champ s'appelle phi, il vaut 0 dans un liquide et 1 dans un gaz. Et l'idée, c'est que le système peut être décrit complètement avec uniquement ce champ qui va varier dans l'espace et qui va distinguer, faire la distinction entre les différentes phases. Et l'interface, entre deux phases, ça va être simplement l'endroit où varie le champ, donc on voit la variation du champ, il va varier de façon continue dans l'espace. Donc on parle aussi de méthode à interface diffuse, opposition aux méthodes où on va simplement considérer des phases ad hoc avec des discontinuités ou des interfaces sharp. Donc c'est vraiment une méthode où on décrit le milieu comme un continuum avec un champ qui varie dans l'espace. Un bref rappel historique, en fait, cette description de la matière, elle n'est pas nouvelle, elle a été introduite dès 1896 avec les études de Van der Waals sur les transitions gaz-liquide. Et pour distinguer le gaz d'un liquide, le paramètre d'ordre naturel qui sort dans ces études-là, c'est la densité. Et c'est à partir de cette année que Van der Waals va introduire le concept d'interface diffuse, où on va passer continuellement d'une phase liquide à une phase gazeuse avec ce paramètre d'ordre qui est la densité. Alors, on pourrait citer aussi les travaux de Bloch sur les murs de domaine magnétique. On va retrouver en fait la structure des équations que je vais vous présenter par la suite. Idem pour le modèle de Frankel-Kantorova pour décrire les cœurs des dislocations. Mais c'est surtout avec les études de Landau et Gisbourg sur la supraconductivité qui va formaliser les transitions de phase en termes de paramètres d'ordre. On va retrouver cette description de la matière en termes de paramètres d'ordre qui varient dans l'espace et où les interfaces sont décrites par un passage diffus, une évolution continue de ce paramètre d'ordre dans l'état. En 1958, il y a quand même les études de John Kahn et Hilliard qui va parler de la décomposition. S'intéresse par exemple à la décomposition spinodale, j'en dirai deux mots juste après. On va retrouver ces notions où on va décrire le système par, en l'occurrence, la concentration d'une espèce chimique qui va être importante dans une phase A ou B. On va retrouver là aussi la structure des équations champ de phase. Le terme champ de phase, lui, il est en fait employé avec les articles de Langer dans les années 80, il va s'intéresser à la solidification
et qui va commencer à introduire des paramètres d'ordre qui ne sont plus forcément des observables physiques, mais qui sont des champs qui permettent de nous dire si on est dans le liquide ou le solide, par exemple. Et bien sûr, c'est une méthode qui s'est beaucoup développée ces dernières années avec plein de champs d'application différents, allant de la solidification à la propagation de fissures. J'en dirai quelques mots dans cet exposé. Alors, je vais commencer par vous présenter la méthode avec le modèle de Canillard, qui est le cas d'école, en fait, qui repose sur un article de 1958, donc je vous invite à consulter pour plus de détails. L'idée, c'est de décrire un système avec une solution binaire, avec des éléments A et B, qui va être non uniforme, avec un champ de concentration de l'espèce de l'élément B qui va varier dans l'espace, donc qui ne va pas être uniforme. Et pour décrire ce système, alors c'est un système qu'on va retrouver dans plusieurs, il y a plein d'exemples, j'en ai pris 3 ici, on va le retrouver en métallurgie, dans les alliages fer-chrome par exemple, c'est un modèle qui peut s'appliquer dans ce contexte. On va le retrouver avec des matériaux amorphes, par exemple dans des glaces de silicate, de molybdate, où on va observer, on va avoir affaire à un système binaire comme ça, avec un élément A et un élément B. Ou par exemple, il y aura un autre exemple, le cas de fluides avec des suspensions colloïdales et des polymères. Mais en tout cas, l'idée, c'est de décrire un système qui est binaire avec un champ de concentration A ou B. Ce système, il va être caractérisé par une énergie libre. Il va dépendre de la composition locale. On va le décrire avec la concentration de l'élément B, qui va varier entre deux. Dans la phase A, il sera un peu moins important. Dans la phase B, il sera plus important. Donc, ça va être notre paramètre d'ordre, ce champ de concentration B, qui va intervenir dans la définition d'une énergie libre qui va présenter 2 minima. Et l'idée, c'est que cette énergie libre va dépendre donc de la composition de l'élément B, donc sa valeur localement, mais aussi de son environnement immédiat, de telle sorte qu'en fait, l'énergie libre, au plus bas ordre, on peut toujours la développer en série de Taylor rapport à sa valeur, à la valeur de la solution homogène. Et c'est comme ça qu'on va décrire ce système avec cette hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on va décrire l'énergie libre avec une valeur locale du champ. L'énergie libre associée à la valeur d'un champ qui va posséder un minimum pour la valeur d'équilibre, bien sûr. Et vous allez introduire par ce développement de Taylor et par des considérations de symétrie des termes supplémentaires. Et au plus bas ordre, on s'arrête à un terme de gradient au carré qui va rendre compte de l'influence de la valeur du champ au voisinage d'un point. C'est ça qui permet de décrire un système hétérogène. Si vous n'avez pas le terme de gradient, vous décrivez simplement un système homogène. Alors, dans le cadre général, l'énergie libre, c'est un double puits. Souvent, on se met dans une référence où le potentiel chimique, en fait, on a cette tangente qui va être commune. À l'équilibre, on a la tangente qui est commune au niveau des 2 minima. Et donc, on va simplement regarder la fonction, on va juste simplement regarder la symétrie de la fonction. Et souvent, on postule au plus bas ordre que le système peut être décrit par un simple double puits, donc qui a cette forme-là, multiplié par une amplitude delta F max, qui va être l'amplitude de cette barrière qui sépare les 2 états. Donc l'énergie, souvent, va être décrite comme un terme homogène avec cette fonction double puits, ce paramètre delta F max, et ce terme de gradient qui va rendre compte d'un système hétérogène avec ce paramètre kappa. C'est ces 2 paramètres qui vont être importants par la suite. Alors, typiquement, si vous minimisez l'énergie libre que vous avez introduite juste avant, et bien vous allez voir que vous allez avoir une phase alpha riche, pauvre en élément B, une phase bêta riche en élément B, et vous allez passer de cette phase alpha à la phase bêta, une interface qui va avoir un profil en tangente hyperbolique. Donc, la tangente hyperbolique, c'est lié au fait que vous avez choisi un double puits, mais ce qui est important, c'est que ce profil, il s'étale dans l'espace sur une longueur finie, xi. Ce xi va être en racine carrée de kappa et delta F max, donc les 2 grandeurs que j'ai introduites précédemment. Et vous allez voir par la suite, c'est tout le temps ça qui va revenir. Donc ça, c'est le profil de l'interface que vous décrivez. Et vous pouvez bien sûr réinjecter cette valeur d'équilibre dans l'énergie et calculer une énergie de surface de l'interface. Cette énergie de surface, bon, il y a un petit coefficient dont j'ai explicité la formule, mais à la limite, ce n'est pas important, mais ça va être en racine carrée de delta F max fois kappa.
Et finalement, delta F max et kappa, c'est les deux paramètres qui interviennent dans l'énergie libre qui vont être liés à ces observables physiques qui sont xi, la largeur de l'interface, et sigma, son énergie d'interface. Donc en l'occurrence, qui sont des observables. Si vous voulez faire bouger tout ça, vous allez prendre une cinétique et ici, vous allez vous intéresser à un paramètre d'ordre qui est non conservé, c'est le champ de concentration. Donc la variation dans le temps, c'est moins la divergence du flux. Le flux, c'est au plus bas ordre proportionnel, donc M, c'est un coefficient de mobilité, au gradient du potentiel chimique, mu. Le potentiel chimique, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à votre concentration. Donc finalement, la cinétique de C, ça va être simplement, ces points va être proportionnel si on suppose que la mobilité est indépendante du champ de la position du champ C, proportionnel au Laplacien du potentiel chimique. Donc, typiquement, avec cette cinétique et les formulations de l'énergie libre précédentes, vous allez pouvoir décrire la décomposition spinodale. Alors, je suis en train de réaliser, j'ai mis non conservé, c'est un champ conservé, pardon. Je viendrai pour plus loin pour les champs non conservés. Là, c'est conservé. Si vous perdez de la matière dans la phase A, c'est qu'elle est partie dans la phase B. Donc, par exemple, ici, vous avez une expérience d'émixtion entre une suspension colloïdale et un polymère, et vous voyez que ça fait ce qu'on appelle une décomposition spinodale. C'est une séparation de phases qui s'effectue assez naturellement et qui va former ces structures. Et le modèle champ de phase, finalement, que je viens de vous présenter, vous montrez la même phénoménologie. Si vous partez d'un système initialement mélangé de façon aléatoire avec les éléments A et B avec une concentration moyenne donnée, que vous laissez évoluer ce système, les équations, l'énergie précédemment, l'équation cinétique qui est introduite ici, ça va vous donner à voir l'évolution du système que vous voyez sur l'écran. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qui est observé expérimentalement, c'est-à-dire qu'ici, on a juste le champ de concentration qui caractérise la phase riche ou pauvre en B, cette énergie libre avec ce terme de gradient et cette cinétique conservée qui va rendre compte de la situation. Donc ça, c'est le modèle de Canillard avec lequel on peut reproduire les morphologies, des cinétiques de croissance. On peut voir l'importance, l'influence de considérer l'énergie d'interface dans ces systèmes. Et d'une manière générale, je vais me baser sur ce cas d'école pour vous montrer, en général, on a 3 étapes pour appliquer la méthode champ de phase. La première, comme on l'a vu juste avant, c'est d'identifier les champs pertinents, c'est-à-dire c'est le champ qui va distinguer une phase d'une autre. Donc ça peut être un champ de concentration, mais ça pourra être aussi des paramètres d'ordre ou des champs auxiliaires qui vont permettre de distinguer la phase d'une autre. Je vais montrer d'autres exemples ensuite. Si on a de l'élasticité, il y a un couplage avec la mécanique, il faut aussi considérer le champ de. C'est ça qui va être important ici dans les exemples que je vais montrer, c'est qu'on peut coupler l'évolution, par exemple, des champs juste chimiques avec, par exemple, de la mécanique. La deuxième étape, c'est de proposer une énergie libre de ce système. Et donc, j'ai repris ce que je viens de présenter avant, c'est-à-dire que du point de vue chimique, par exemple, si vous avez un champ de concentration qui va distinguer la phase A ou B, vous allez introduire un terme d'énergie homogène, qui présente les minima là où la concentration d'équilibre. Et ces termes de gradient, donc maintenant vous voyez d'où ils viennent, c'est-à-dire qu'ils vont rendre compte du fait qu'on a un milieu hétérogène. Si vous avez de l'élasticité, il faut introduire l'énergie élastique en plus, donc c'est 1/2 du module fois la déformation au carré. Donc là, c'est écrit sous forme tensorielle. Et typiquement, si la phase, ce qui distingue les phases, c'est le champ de concentration, la phase que vous venez de créer, par exemple, des coefficients élastiques différents, et bien vous allez faire dépendre les coefficients élastiques du champ de concentration qui, lui, varie localement et vous dit si vous êtes dans la phase A ou B. Et de la même aussi, si vous avez par exemple un changement de cristallographie, vous allez avoir une déformation propre différente de cette nouvelle phase créée. Et donc souvent, on fait dépendre cette déformation propre avec le champ de concentration qui vous dit si vous êtes dans A ou B, souvent de façon linéaire avec la loi de Vegard. Donc typiquement, c'est le type d'énergie qu'on va proposer dans un système où on aura à la fois de la chimie et de l'élasticité. Finalement,
on fait bouger tout ça. Donc, pour la cinétique, vous avez des champs conservés, c'est ce qu'on a vu précédemment avec l'équation de Caniglia, donc typiquement pour les champs de concentration d'éléments. Mais si, vous pouvez aussi avoir des cinétiques pour des champs non conservés. Donc là, on utilise l'équation d'Allen-Kahn. Donc c'est juste la dérivée temporelle du champ est proportionnelle à la force motrice, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie par rapport au champ. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est la mobilité du champ qu'on peut relier à des observables physiques. Finalement, dans la plupart des exemples que je vais vous montrer, on travaille dans des situations quasi statiques où les microstructures bougent beaucoup plus lentement que s'établit l'équilibre élastique. Donc, on travaille à l'équilibre élastique avec divergence de sigma égale 0. Donc, il faut résoudre systématiquement dans toutes ces transformations si on a un couplage avec l'élasticité, l'équilibre élastique. Donc voilà, ce sont les 3 étapes pour faire appliquer des méthodes de champ de phase. Et globalement, la méthode de champ de phase se limite à ce que vous voyez sur cette slide. Alors, je vais maintenant aborder des exemples plus concrets pour illustrer tout ça. Vous avez par exemple dans les premières études la formation de précipités cuboïdes. Donc c'est un contexte, celui des superalliages de type M1 où vous allez former un type de microstructures très régulières qui vont être responsables des propriétés mécaniques observées à haute température. Et l'idée, c'est de comprendre l'origine de cette microstructure, le rôle de l'élasticité et de voir comment elle évolue sous chargement mécanique. Donc, l'approche champ de phase, c'est de décrire la formation de cette microstructure et notamment la formation d'une phase gamma prime dans une matrice gamma. Le champ pertinent qui va distinguer cette phase gamma prime de gamma, principalement, ça va être le champ de concentration en atomes d'aluminium. Ça va être votre premier champ. En l'occurrence, ici, vous allez aussi avoir des paramètres d'ordre à longue distance qui vont refléter l'existence de 4 variants différents pour la phase gamma prime que vous formez. Donc là, vous allez avoir d'autres champs à introduire. Et aussi, la phase gamma prime, c'est une phase qui va être précipité cohérent, mais qui va avoir une structure cristallographique et des coefficients élastiques différents, donc qui va introduire une déformation propre. Donc là, en fait, on a exactement la même forme d'énergie que j'ai introduite précédemment, je ne reviens pas trop dessus. Ce qui a été fait dans cette étude, c'est que proposer une énergie libre de la solution, enfin, du système homogène basé sur un développement type Ginzburg-Landau. Donc ça fait quelque chose d'un peu compliqué, mais typiquement, vous avez des minima dans cette partie homogène quand la concentration est à ces points d'équilibre, quand le paramètre d'ordre vaut 0 ou 1, puisque c'est le choix qu'on a pris pour les paramètres d'ordre. Alors, en pédagogie, je peux simplifier un petit peu le système avec ici, revenir sur un simple modèle de type Caniglia, c'est-à-dire si on oublie les paramètres d'ordre, vous pouvez simplement décrire votre système qui est un système gamma prime à une certaine température avec 2 concentrations d'équilibre par un double puits. Vous retrouvez la structure des équations que je vous ai déjà présentées avec un double puits contrôlé par delta F max et un terme de gradient qui est contrôlé par kappa. L'interface entre une phase gamma et gamma prime va être en tangente hyperbolique. Et cette largeur d'interface caractéristique, c'est pareil, c'est en racine carrée de kappa sur delta F max. Et là, ce que vous allez faire, c'est prendre cette interface suffisamment diffuse à l'échelle du pas de grille, c'est vous permet de résoudre numériquement les équations. Donc là, vous avez une contrainte qui est plutôt une contrainte d'ordre numérique pour la résolution de l'interface diffuse. Ensuite, vous avez l'énergie d'interface qui va intervenir toujours en racine carrée de delta F max fois kappa. Là, vous pouvez mettre une... S'agissant des cinétiques, toujours pareil, Caniglia pour la champ de concentration, champ conservé, Allen-Kahn pour un champ non conservé, équilibre élastique. Ce dont je ne vais pas du tout parler aujourd'hui, c'est la façon dont on résout l'équilibre élastique que l'on fait par des méthodes spectrales, donc en fait en Fourier, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite en fait, dans la résolution du système. Mais ça, je n'en parlerai pas du tout aujourd'hui, mais c'est important quand vous avez un couplage avec l'élasticité. Si vous adimensionnez les équations, vous avez un temps caractéristique qui va apparaître. Si vous identifiez vos équations avec les formules de la loi de Fick, vous allez faire apparaître en fait une dépendance entre ce temps caractéristique et le coefficient de diffusion. Et par exemple, si vous prenez le cas de l'aluminium dans le alliage Ni3Al, le coefficient de diffusion est connu, c'est gamma prime, c'est gamma, donc ces concentrations d'équilibre sont connues, et le temps caractéristique va dépendre de l'échelle à laquelle vous travaillez, c'est-à-dire de ce qu'est le pas de grille. Donc, si vous travaillez à 1 nanomètre, vous allez avoir un temps caractéristique de l'ordre de la seconde. Et à 10 nanomètres, vous pouvez atteindre des temps caractéristiques qui sont un peu plus grands, bien évidemment. Vous voyez ici, vous avez simplement
une interface diffuse à l'échelle du pas de grille, une énergie d'interface et des temps caractéristiques qui sont contrôlés par ici par la diffusion, donc que vous pouvez renseigner physiquement. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites avec ces études. Comprendre l'alignement qui en fait va être lié aux interactions élastiques entre les précipités. Vous voyez ici l'évolution d'une microstructure avec un temps en heure. Vous voyez la formation des différents variants de gamma prime, hein, ce qui va être important quand il y a une forte densité de concentration de gamma prime. Et vous pouvez voir aussi la transition sphère. Par exemple, sur cette animation, vous avez un précipité qui est initialement une sphère, qui, à mesure qu'il grossit, va devenir un cube du fait des interactions élastiques. Et donc, une bonne illustration de ce couplage entre la chimie et l'élasticité. Vous pouvez faire beaucoup d'autres études avec ça. Typiquement, vous pouvez également étudier l'effet d'un chargement mécanique sur l'évolution de la microstructure. Donc ça, par exemple, c'est ce qui est observé en vieillissement d'un alliage, donc un vrai alliage. La simulation champ de phase va vous permettre, par exemple, d'observer cette transition entre une microstructure avant chargement et en cours de chargement, vous allez voir. Et actuellement et récemment, il y a des choses qui ont été faites pour introduire aussi de la plasticité avec des modèles de type plasticité cristalline, par exemple. Donc, c'est vraiment des modèles où, à partir du moment où vous modélisez votre matériau comme un continuum avec des champs, vous pouvez mettre tous les champs que vous voulez. En fait. La seule contrainte, bien sûr, sera une contrainte numérique. Je vais vous donner un deuxième exemple d'étude où on utilise le champ de phase dans un contexte qui est toujours celui des superalliages, où cette fois on a observé la formation de pores dans le matériau qui sont en fait pas délétères pour le matériau, puisqu'effectivement ça va agir comme des points où on peut nucléer des fissures. Donc pour en supprimer ces pores, on les met sous pressage isostatique à chaud, et il y a beaucoup de processus qui se passent pour les chlores, ces pores. Et justement, pour mieux comprendre ces processus, on a fait un modèle champ de phase où on modélise explicitement les lignes de dislocation qui vont intervenir dans le comblement des pores. Alors ici, pour modéliser des dislocations en champ de phase, on va introduire des champs auxiliaires qui vont rendre compte des systèmes de glissement, des dislocations dans le système, et on va avoir le champ de déformation pour l'élasticité. Alors pourquoi des champs auxiliaires? Parce que la dislocation, d'un point de vue continu, on peut le décrire en termes de déformation propre d'Eigenstress, c'est-à-dire du point de vue discret, c'est des atomes qui glissent sur d'autres, mais du point de vue continu, c'est un cisaillement dans un plan. Un cisaillement qui vaut, bon là c'est la forme tensorielle, mais c'est B sur H, c'est le vecteur du Burger sur l'épaisseur du plan de glissement. Et donc vous pouvez introduire le défaut dislocation en introduisant cette déformation propre uniquement dans un plan qui a été cisaillé. Et le champ de phase, lui, ça va être un champ de présence. Typiquement ici, le champ, il vaut 0 partout, sauf dans le plan qui a été cisaillé où il va valoir 1. Et ce champ de phase, c'est un champ auxiliaire qui va rendre compte de l'amplitude de cisaillement dans chaque plan de glissement. Vous mettez autant de champs de phase qu'il y a de systèmes de glissement, par exemple 12 dans un cubique face centré. Vous proposez une énergie pour ce système, c'est toujours pareil, on a l'élasticité, simplement vous avez les déformations propres associées aux dislocations qui vont être nulles quand le champ vaut 0, mais si vous avez eu un cisaillement, le champ de phase vaut 1, et donc vous avez une déformation propre à prendre en compte, puis vous pouvez imaginer 2, 3, 4 cisaillements. Et un terme qui va gérer l'énergie de cœur des dislocations, le fait que vous ayez des dislocations, qui va être pareil avec un terme. Alors je regarde, excusez-moi. Voilà. Avec un terme qui est toujours qui va contrôler un potentiel homogène et un terme de gradient. Alors la différence ici, c'est que vous avez un gradient qui est projeté dans un plan de glissement. Le potentiel, ça va être plus un sinus qu'un double puits. Mais vous allez retrouver là aussi une interface plane avec une taille caractéristique que vous scalez avec le pas de grille et une énergie de cœur de dislocation, cette fois, puisque l'interface, ça sépare une zone cisaillée de pas cisaillée, donc un cœur, que vous allez pouvoir dimensionner avec le module de cisaillement et le vecteur de Burger, et souvent c'est un ordre de grandeur en dessous, l'énergie élastique qui est nu d carré. Alors,
Je vais passer sur l'échelle des temps caractéristiques, mais là aussi, vous pouvez faire une comparaison avec l'expérience pour atteindre des temps de l'ordre de la microseconde ou de la milliseconde. Et avec ce formalisme, vous pouvez reproduire des dislocations un peu comme on le fait en dynamique des dislocations discrètes. Donc, typiquement, à l'intérieur d'une boucle, vous avez un champ qui vaut 1 et partout ailleurs 0. Ce champ, ces boucles vont pouvoir coalescer de la même manière que des phases coalescent pour la précipitation. Vous avez ici un exemple d'étude où on a mis un réseau de dislocation en proximité d'un port. À mesure que l'on minimise, qu'on laisse évoluer le champ, les dislocations vont adopter un comportement que vous voyez sur cette figure et vont se mettre avec une certaine configuration autour du port. Alors, je suis en train de réaliser que je suis un petit peu long, donc j'avais prévu une partie sur la propagation de fissures, qui malheureusement, je vais devoir beaucoup l'écourter, mais vous avez le même formalisme qui va arriver, c'est-à-dire que vous voulez modéliser une fissure, un contexte d'endommagement, par exemple dans les supériages. Vous allez introduire un champ auxiliaire qui vaut 1 quand ce n'est pas endommagé et 0 quand c'est endommagé. Un terme d'énergie élastique qui va être couplé à ce champ, c'est-à-dire qui va s'annuler quand le champ vaut 0 et qui va rester tel quel quand le champ vaut 1. Et un terme toujours contrôlé par un terme homogène et un terme de gradient. Dans le cas des fissures, la fonction de dégradation dans la partie élastique elle va valoir 0 quand le champ vaut 0, puisque vous perdez la cohésion, et 1 quand le champ vaut 1. Et la fonction W, ça ne va pas être une fonction double puits, mais une fonction simple puits. Et dans la littérature, vous trouvez 2 modèles très souvent commentés, qui sont le modèle de Bourdin, Francfort et Marigot, avec différentes fonctions, mais avec des structures d'équations qui sont exactement les mêmes. Là, on retrouve exactement les mêmes choses. De la même manière, vous pouvez établir le profil d'équilibre qui va être un peu particulier puisqu'il va être singulier, mais qui est toujours avec une longueur caractéristique ici qui scale en kappa sur epsilon c ici, et une énergie d'interface, et souvent on parle en énergie de rupture, qui est le double de l'énergie d'interface, qui va scaler en racine de epsilon c fois kappa. Et souvent, suivant le modèle que vous avez un coefficient CW qui est un peu différent, mais souvent, dans la littérature, les mécaniciens vont plutôt employer une formule qui est ici, mais c'est tout à fait analogue que vous parliez en termes de epsilon c kappa ou en termes de largeur d'interface et d'énergie de fracture. Alors, ici, pour la cinétique, vous pouvez faire de la dynamique ou alors, en général, c'est contrôlé par d'autres processus et vous avez beaucoup d'exemples dans la littérature où ces modèles champ de phase de propagation de fissures sont utilisés, donnent des choses très, très intéressantes. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire ici à l'ONERA, où on a, par exemple, dans cette image, vous avez une fissure ici en gris et une dislocation en bleu. Vous voyez avec un chargement donc vertical, la fissure va se propager dans le plan horizontalement, va interagir avec la fissure. Et ce que je voulais, avec la dislocation, et ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on résout le champ mécanique. Donc, on voit ici, par exemple, la concentration de contrainte en pointe de fissure. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais vous montrer que le champ de phase, on a une structure d'équation qui est très similaire pour beaucoup de choses qu'on veut décrire, que ce soit la solidification, la croissance de grains, des défauts, dislocation, propagation de fissures. Il existe même des méthodes qui permettent de décrire l'échelle atomique avec des temps plus longs. C'est une simulation qui permet d'atteindre des échelles plus importantes que l'échelle atomique, dans un cadre thermodynamique, qui permet d'effectuer des couplages et qui n'a pas besoin de localiser des interfaces. En contrepartie, ça peut être des méthodes qui sont assez lourdes numériquement. Les variables d'entrée, j'ai essayé de vous les montrer, elles ne sont pas forcément simples à obtenir expérimentalement. Et puis, vous pouvez aussi avoir des discussions sur le comportement physique des interfaces, puisqu'elles sont résolues à l'échelle du pad gris que vous considérez. Je vous remercie, je voulais juste vous laisser avec cette planche. Si vous voulez des approfondissements sur ce que je vous ai montré, je vous invite à vous référer à ces références. Vous avez en bleu ce qui s'est fait à l'ONERA. Et je voudrais quand même citer les travaux de Benoît Apollaire, Guillaume Poussineau, Quentin Branchard, Maëva Coutura, Mathieu Degeter, Alphonse Finel, bien sûr, Anaïs Gobert et Yann Lebouard, bien sûr aussi, avec qui je travaille. Et si vous voulez des informations complémentaires sur tout ce que je vous ai dit, vous googlez tout ça, vous devriez trouver votre bonheur. Voilà, je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu. Je vous remercie.